Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et jeux vidéo de la semaine. Beaucoup d'actualités aujourd'hui et encore une fois, c'est pas un listing que je fais là. Je vous donne mon avis sur l'actualité, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir votre avis aussi, comme ça je peux vous répondre en vidéo ou faire des vidéos dédiées. Mais je mets tout de même dans la description quand on est parlé la liste des actualités et on va parler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CerberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description quand on est épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Que ce soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, l'Italie, vous allez avoir accès à la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez les grands films Craven, Venom 3 et blague à part un vrai bon film comme The Outrun. Sur Disney+, il y a déjà Un Parfait Inconnu, Mufasa, Vaiana 2 ou encore A Real Pain. Si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, vous y avez accès sur Paramount+. Et il faut vous connecter à Paramount+ directement, que ce soit avec votre compte Paramount ou votre compte MyCanal. Ça fonctionne. Et ça vous donne aussi accès à des films comme Sonic 3 ou Batman. Pareil pour Max, connectez-vous à l'application officielle Max via votre compte Max ou MyCanal et vous avez accès à Flow, La Guerre des héros et rimes, L'amour au présent, Y2K qui n'est toujours pas sorti en France ou même Queer qui est très bon. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour évidemment beaucoup moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos qui vous montrent comment le faire. Mais moi, je vous conseille un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, et ça change votre vie, YouTube Premium. Je vous jure, c'est trop bien. Et ça marche pour plein d'autres applications et d'abonnements, comme par exemple pour Letterboxd Patron qui sera moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description quand on est épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. En ce moment, à LA, il y a le CinemaCon, c'est une convention de cinéma où il y a plein de studios qui sont présents et ils font plein d'annonces, comme évidemment la date de sortie de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Et non, c'est pas cette année, c'était prévu depuis un moment. Non, c'est pas l'année prochaine, ça sera en juin 2027. Et oui, il faudra attendre encore un moment, 4 ans entre les deux sorties. Écoutez, en réalité, c'est normal. Je sais qu'à la base, ils avaient prévu de faire une année puis l'autre, mais c'était juste pas possible. Ce genre de film-là, c'est pas possible. Et il y a eu pas mal de problèmes aussi concernant Sony. Vous savez, les producteurs et tout, ils voulaient plus être en mode crunch, les animateurs, ils voulaient les faire bosser normalement. Du coup, le film a été décalé et tant mieux. Si il faut que les animateurs aient le temps de bosser sur le film et qu'ils soient pas au bout de leur vie tout le long, je peux attendre 4 ans pour un film. La trilogie sera donc sur 9 ans et c'est ok, c'est très bien. Je suis content. C'est dans longtemps, hein. 2 ans, c'est pas tout de suite, mais on a vu quelques images. J'y crois. Voilà. De toute façon, on a vu, hein, les deux derniers étaient excellents. Mais là, j'y crois. Ils vont bosser dessus à leur rythme et ça me fait plaisir. Pas mal d'annonces concernant John Wick. Alors, John Wick 5, on sait que c'est prévu depuis longtemps. D'ailleurs, John Wick 4 et 5 étaient prévus, je crois même, avant la sortie du troisième. Mais, vu que, spoiler, hein, John Wick meurt à la fin du quatrième, on se demandait comment ils allaient faire. Et moi, ce que je demande, encore une fois, c'est simple. Faites un John Wick 5 en enfer. Faites-nous kiffer. Des démons, des monstres, je m'en fous. Mais faites-nous kiffer John Wick qui se bat en enfer pour ressortir des enfers et venir à la surface, peut-être un peu en mode Constantine, parce que c'est le même acteur. Ouais, faites-nous ça. Parce que c'est ça, moi, que je trouve intéressant. Parce que là, John Wick 5, Keanu Reeves, il ne veut plus revenir non plus. Il va revenir là, pour le coup, il est obligé. Mais il a dit qu'il est vieux, il peut plus faire toutes ces cascades, il peut plus avoir le rythme de travail d'un John Wick. Donc donnez-lui un truc un peu différent peut-être. John Wick 5 pour conclure, oui, c'est prévu depuis longtemps, ok, c'est pas une surprise en soi. Mais faites un truc un peu inventif, stylé. Si c'est juste, bah ouais, je sais pas, une suite comme ça, où apparemment il est pas mort et je sais pas quoi. Non, faut pousser un peu le concept. Je pense que John Wick, en vrai, on a fait le tour, hein, disons les choses. C'est très bien, moi j'adore John Wick, hein, mais je pense qu'on a fait le tour. Donc là, proposez-nous un truc un peu différent. Avec le 5, je pense qu'ils vont pas le faire, hein, c'est impossible. Mais j'aimerais bien un truc un peu spécial. Pas forcément les enfers, mais une idée originale, inventive pour conclure tout ça. Mais en vrai, le 4 est une bonne conclusion au personnage. Donc je sais pas comment ils vont faire. Par contre, il y a un autre film qui a été annoncé, un John Wick animé par Shannon Tindall qui a fait Kubo et l'armure magique que moi j'aime beaucoup. Et en vrai, prequel animé de ce mec-là qui a fait l'un de mes films d'animation préférés, moi je suis chaud. Et ça sera sûrement, j'imagine, sans Keanu Reeves. Peut-être il va donner sa voix, j'en sais rien. Mais moi je suis chaud pour ce genre de concept. Si vous voulez faire de l'univers John Wick un peu plus, faites des spin-offs comme Ballerina, faites des trucs prequel d'animation, faites-vous kiffer. Faites d'autres spin-offs comme avec Kane
C'est Donnie Yen qui va le réaliser, il va jouer dedans, le réaliser, c'est officiel, et ouais, je suis chaud. De toute façon, ils avaient prévu une sorte de spin-off avec la scène post-générique du dernier film, mais ouais, je pense que c'est une bonne idée, je pense que c'est le genre de truc, si on veut agrandir l'univers de John Wick, c'est ça. Laissons Keanu Reeves, John Wick, un dernier film, et ensuite faisons des spin-offs des autres, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc en vrai, l'univers de John Wick, moi, il me fait kiffer, je l'aime beaucoup, voilà, s'ils arrivent à faire quelque chose de bien avec, ça va être très très bien. On a Now You See Me ou Insaisissable, je crois en français, qui va donc avoir son troisième opus là en novembre, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, un quatrième est officiel, prévu. On va voir ce que ça va donner avec le troisième. C'est une saga que j'aime bien. Je veux dire, les deux premiers films sont sympas, rien d'extraordinaire, de spécial. C'est sympa. Voilà. Là, quatrième annoncé, on verra si je suis confiant après le troisième. Zack Snyder a trouvé son prochain film normalement. Alors, on ne sait pas si c'est son prochain film parce qu'il a un film avec Netflix qu'il a prévu à LA avec des flics. Mais il a un autre film prévu avec du coup Dana White, l'organisateur de l'UFC. Désolé, je connais pas assez bien l'UFC, mais ils vont s'allier pour faire un film sur l'UFC. Et je pense que pour Zack Snyder, c'est une bonne chose. Je pense que ce genre d'œuvre un peu plus réaliste, enfin voilà, sans super-héros, ce genre de truc, je pense que c'est bien pour lui. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être très cool. En vrai, Zack Snyder, la nouvelle trajectoire avec des films peut-être plus petits, j'ai envie d'y croire. Tu vois, moi, j'aime pas Zack Snyder, vraiment, vous le savez, mais honnêtement, ce genre de projet, je regarderai parce que ça m'intéresse. Laissez tomber Rebel Moon, laissez tomber Man of Steel, tout ça que moi j'aime pas. Des projets comme ça, comme au début de sa carrière, why not? Ensuite, on a la bande-annonce de Bring Her Back qui a été diffusée. Bring Her Back, c'est le film, le nouveau film du coup, des réalisateurs Philippou, les deux frères du coup qui étaient youtubeurs à la base, qui ont fait Talk to Me, qui était vachement bien et un énorme succès au box-office vu le budget ridicule de 3 millions, et je crois que ça avait fait 50 millions au box-office. Bref, un film qui s'est super bien vendu, et du coup, là, Bring Her Back, la bande-annonce a été annoncée, enfin diffusée surtout, et honnêtement, la bande-annonce, on comprend pas trop ce qui se passe, il y a une sorte de rituel, il y a une sorte de moment un peu bizarre, tu sais pas vraiment quel est cet enfant, est-ce que c'est un ange, il y a un truc un peu de l'occulte qui est intéressant, je vous laisse voir la bande-annonce pour le coup, mais il y a Sally Hawkins, que moi j'aime beaucoup, encore une fois un film australien, je pense que ça peut le faire, je pense que ça va être vraiment bien. Moi j'ai bien aimé Talk to Me, alors quand je l'ai vu j'ai trouvé ça sympa, mais avec le temps c'est l'un des films qui m'est le plus resté en tête, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Pas de date de sortie en France, c'est des films A24, donc vous allez voir, il n'y a pas plein d'autres films A24 dans ces vidéos, on n'a pas de date, c'est comme ça, mais je suis curieux, la bande-annonce m'a donné un peu envie, et elle n'en révèle pas trop, je ne sais pas vraiment de quoi va parler le film, et ça c'est, je trouve, assez intéressant, hâte de voir leur projet. Ensuite, vous savez, les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, devaient sortir un film avec Kendrick Lamar, là cet été, en juillet ou août, et du coup il a été décalé à mars 2026. On ne sait pas trop ce que c'est comme film, ça sera sûrement une satire de l'Amérique évidemment, mais c'est une collaboration que moi je trouve assez intéressante. Les trois là, ça peut être cool. Pas d'annonce pour l'instant, pas d'image, pas de bande-annonce, rien du tout, mais on sait que ça a été décalé à du coup mars de l'année prochaine. Zach Rager, qui a donc réalisé Barbare, que moi j'ai beaucoup aimé, film d'horreur, et qui va donc sortir Weapons cet été, un nouveau film d'horreur aussi. On n'a pas beaucoup plus d'infos sur Weapons et toujours pas de bande-annonce, mais on sait qu'il fait Resident Evil. Resident Evil, le prochain, le reboot de la saga, devrait sortir du coup en novembre 26, ou en tout cas voilà, Halloween 26 on va dire. Et il a dit que le film serait une aventure d'un point A à un point B, où on voit le monde se détériorer, et je pense que ça peut être bien. C'est un bon réal, j'espère qu'il ne se fera pas écraser par la machine, parce que je pense que quand tu mets un bon réal sur une bonne franchise de jeux vidéo, ça peut le faire. On verra bien quand on aura plus d'informations. On a des informations sur un autre film d'horreur, le Stephen King de Long Walk. Alors, j'imagine que c'est un film d'horreur. J'ai pas vu, j'ai pas lu l'œuvre originale, avec du coup David Johnson, que moi j'ai beaucoup aimé dans Industry, dans évidemment Alien Romulus, et Cooper Hoffman, le fils de Philip Seymour Hoffman. Et ouais, c'est un bon acteur aussi, pour le coup. Apparemment, le tournage était galère parce que je sais pas c'est quoi le concept du livre, pour le coup, je me laisse un peu la surprise, mais il devait marcher parfois 20 km par jour et ils ont filmé le film de manière chronologique. Il faut savoir que les films sont quasiment jamais tournés de manière chronologique. Là, ils ont tout fait de manière chronologique et apparemment, c'est assez galère, donc curieux de voir ça. Ça sort en fin d'année aux États-Unis, pas de date en France, encore une fois. La grosse annonce, je pense aussi, c'était les Beatles. Alors, vous savez, hein, ce casting-là, c'était la rumeur depuis presque un an, j'ai l'impression, mais il y a 4 films Beatles qui vont sortir. À la base, il va faire un film par an ou un film par mois, mais là, les 4 films Beatles vont sortir en avril 2028. Les 4 films. Normalement, tous réalisés par Sam Mendes, donc c'est ça qui me donne un peu envie. Tu vois, Sam Mendes, moi j'aime beaucoup. Les Beatles, j'adore, comme beaucoup de personnes. Et le casting, honnêtement, j'adore. On a ici donc Paul Mescal qui va jouer McCartney. On a Harris Dickinson qui va jouer Lennon. On a du coup, comment il s'appelle Barry Keoghan, c'est ça, pardon, qui va jouer Ringo. Et Joseph Quinn en Harrison. Et oui, ils ne ressemblent pas tous forcément. Mais honnêtement, je m'en fous. Voilà, ça n'a jamais été un truc important pour moi dans les biopics que les gens ressemblent. Après, on verra avec du maquillage et tout. Encore Paul Mescal, il y a une vibe un peu McCartney.
En Lennon, je vois pas du tout pour le coup. Et pareil, Barry Keoghan en Ringo. Bref, peu importe. En vrai, on s'en fout de leur apparence. Ce qui est important, c'est que c'est des bons réals derrière, des bons scénaristes, des bons acteurs. Pour le coup, ils le sont. Mais moi, ma question, c'est que oui, j'ai hâte de voir un film Beatles, clairement. Mais 4 films en un mois, au même moment, ils vont sortir le film. Je sais pas comment ils vont le sortir. Encore, je vois bien sortir un film par mois. Tu vois, tu commences avec un gros comme McCartney, ensuite tu enchaînes avec Ringo, Harrison et tu finis avec Lennon. Comme ça, les gens sont obligés d'aller voir tous les films pour pouvoir finir avec Lennon. Parce que Lennon, c'est le plus connu, disons les choses, et le plus tragique. Donc ils vont finir avec Lennon. Mais là, sortir les 4 d'un coup, je pense pas que ça va tenir. Je pense pas qu'ils vont le faire, honnêtement. Parce que qui va se taper un film sur Harrison malheureusement, hein, pourtant moi j'aime bien tous les membres des Beatles, hein, sans avoir vu les autres. Donc je pense qu'il faut vraiment lancer la machine avec un McCartney, comme ça les gens sont à fond, et ça va être un peu crossover. J'imagine qu'il y aura les mêmes scènes qui vont être rejouées un peu en mode Rashomon, vous savez, ou le dernier duel pour faire plus récent comme comparaison. Il y aura ces choses-là, et je pense que ça peut être intéressant de voir les 4 films, mais d'un coup les sorties en salle, j'y crois pas du tout. Je pense pas que ça va marcher, je pense pas qu'ils vont le faire. On verra, hein, bien sûr. Un mois, pourquoi pas. Un mois, un film. Comme ça, tu commences en avril, tu finis, on va dire, ouais, juillet, août, ça dépend quand ils sortent les films. Why not? Pourquoi pas? Mais là, d'un coup, c'est risqué, mais après, c'est une expérience, hein. Ça peut être intéressant aussi. Peut-être les films vont s'emboîter et t'as pas besoin de voir les 4. Peut-être t'auras besoin de voir qu'un seul film et tu vas voir le même film du point de vue d'un personnage différent. Et ça peut être une expérience intéressante. Je pense qu'ils vont économiser grave de l'argent en faisant 4 films en même temps, parce que ça le principe, et je sais pas si les films seront vraiment différents. Mais si c'est le même film d'un point de vue différent, et du coup la narration est différente, je pense qu'en termes d'économie d'échelle, en termes d'économie, en vrai, bah, t'as qu'à avoir un seul succès sur les 4, et ça rembourse ton film. Donc, à voir. Moi, je préfère ça, un film qui tente un peu un truc, avec 4 membres, des Beatles et tout, sur plusieurs jours ou semaines de diffusion, avec des acteurs que j'aime bien, réels que j'aime bien, plutôt que des biopics de merde, comme on a vu ces dernières années, musicaux. Donc ça, moi, c'est un projet auquel je crois, on verra du coup dans 3 ans, mais je suis quand même assez positif par rapport à ça. On verra, hein, mais la date de sortie me fait un peu peur. On a eu du coup une date de sortie, non pas française malheureusement, mais aux États-Unis pour le film Eden, avec du coup Jude Law, Vanessa Kirby, Sidney Sweeney, Adé Armas, Daniel Brühl, qui seront donc en salle en novembre, pardon, en ouais, septembre, je crois normalement, si je dis pas de bêtises, en août, peut-être même, mais ça dépend parce qu'en fait, en fonction des pays, des choses comme ça, mais aux États-Unis, ça sera voilà, fin de l'été, disons les choses comme ça. On a aussi de Smashing Machine en octobre, pour le coup aux États-Unis, ça s'est confirmé. Encore une fois, ces 2 films, on n'a pas encore vu de bande-annonce, on n'a pas vu grand-chose pour l'instant. Ça, j'ai envie de le voir pour The Rock, voir s'il va enfin bien jouer. J'espère pour lui, hein, pour le coup. Encore une fois, ça, c'est pas un film à 24, mais celui-ci l'est. J'ai envie d'avoir une date française, j'ai envie de les voir en salle, et j'espère qu'ils sortiront en salle. Ça m'intéresse tout de même, même si apparemment celui-ci est pas ouf. Les critiques étaient pas bonnes. Celui-ci, on n'a pas encore d'avis dessus, mais j'espère que c'est la renaissance de The Rock que j'ai beaucoup critiqué. Mais encore une fois, je le dis depuis le début, il lui faut un rôle qui change sa carrière. Et ça, avec le rôle de Martin Scorsese aussi, peut clairement être le rôle de sa carrière. Dragon 2 est officiel. Oui, voilà, How to Train Your Dragon 2 sortira du coup en juin 2027. C'est voilà, c'est confirmé. C'est même pas sorti le premier, mais ils vont sortir le deuxième. Ils vont commencer à bosser dessus. Voilà, un dragon tous les 2 ans jusqu'à ce qu'ils aient plus d'idées. Voilà, moi je pense que c'est intéressant. Et peut-être ils vont continuer, peut-être ils vont faire Dragon 4, Dragon 5, on n'en sait rien. Je pense que Dragon 1 sera un grand succès en salle. Malheureusement, voilà, les remakes, soit Disney ou DreamWorks en live action, c'est de la merde hein, quoi qu'il arrive. Et celui-ci, bon, on verra bien. Voilà, je vais pas me prononcer là-dessus, on verra quand le premier sortira, mais en vrai, je m'en fous. Dexter Original Sin a le droit à une saison 2. Et oui, c'est confirmé, la série est un succès. Tant mieux, j'en ai fait une critique, hein, la série est bien, elle vole des tours, elle est cool. Donc je suis content, j'ai hâte de voir la suite, surtout par rapport à Dexter Resurrection qui va sortir du coup en juin. Et la grosse nouvelle quand même, hein, enfin l'une des grosses nouvelles de cette semaine, c'est le décès de Val Kilmer. Alors malheureusement, c'est pas une surprise. On savait qu'il avait un cancer, je crois, de la gorge, si je dis pas de bêtises, depuis des années. D'ailleurs, là, c'est une photo de Top Gun Maverick. C'est pas lui qui parle dans Top Gun Maverick. Il pouvait pas parler. C'est une IA et un travail qui a été fait sur sa voix parce que ça fait longtemps qu'il est malade et qu'il pouvait plus. Il est enfin décédé malheureusement. C'est triste, c'est comme ça. Donc je voulais un peu voilà lui rendre hommage avec cette vidéo aussi. Je sais que c'est pas grand chose, mais du coup en même temps vous conseillez quelques films parce que c'est quand même un acteur qui a beaucoup marqué les années 80, 90, 2000. Il a eu un grand impact sur la pop culture, sur l'art de manière générale, j'ai envie de vous dire. L'un des acteurs les plus connus de sa génération, les plus marquants. Voilà, dans Top Gun Maverick, vous pouvez le voir un petit peu, il est très bon, il a un rôle touchant et c'est de parfaits adieux. D'ailleurs, dans la scène de funérailles de Top Gun Maverick, il y a ses enfants qui sont présents. Donc voilà, c'est un bel adieu, je pense, de voir Top Gun Maverick pour se rappeler du coup un petit peu de Val Kilmer. Après, il y a Heat, évidemment. Heat, c'est l'un de ses rôles les plus iconiques, les plus grandioses. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Il faut voir Heat, c'est l'un des meilleurs films de tous les temps aussi, je pense. Moi, j'adore The Doors. Je sais que c'est un film qui est imparfait, mais j'adore Jim Morrison, j'adore
The Doors. J'adore Val Kilmer dans ce rôle-là. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs rôles, l'un des meilleurs films de sa carrière. Encore une fois, objectivement, il faudrait que je le revoie. Je pense pas que c'est un grand film, mais moi, j'aime beaucoup la musique des Doors. J'aime beaucoup ce film aussi. Kiss Kiss Bang Bang aussi, très fun, que je peux vous conseiller. Un film vraiment cool. Il a un rôle principal aussi avec Robert Downey Jr. Si vous l'avez pas vu, c'est très sympa. C'est un grand film. True Romance aussi, il n'a pas un rôle principal, mais c'est un film vraiment cool qui mérite, je pense, aussi d'être vu pour ce que c'est. Il a fait une voix dans Le Prince d'Égypte, évidemment, pour ceux qui sont intéressés. Et malheureusement, l'un de ses meilleurs rôles, mais je n'ai pas vu le film, mais apparemment c'est Tombstone. Enfin, ça, je le sais depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau. Mais Tombstone, moi, je n'ai pas vu. Voilà, pour le coup, je pensais l'avoir vu. J'ai revérifié quelques extraits, mais c'est pas celui que j'ai vu. Je devais confondre avec Impitoyable parce que je me suis tapé beaucoup de western à une époque. Enfin bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, vous avez plein de films de lui à regarder si vous voulez, plein d'autres films à découvrir de lui, mais moi je vais en voir plein d'autres de lui. Donc voilà, Val Kilmer, il a une sacrée filmographie et on pense évidemment à lui qui nous a quittés et un dernier hommage qui le repose en paix. Une pensée aussi évidemment à ses amis, sa famille et ripé Val Kilmer. On a enfin les premières images de la série Apple TV+ avec Jason Momoa qui s'appelle Chief of War, qui va parler de la réunification d'Hawaï au 19e siècle. Et moi je suis chaud, je pense que Apple font de bonnes séries. Je pense que Jason Momoa chez Apple, il est bon. Si apparemment c'était bien, mais j'ai pas vu en entier. Mais voilà, si c'est un rôle sérieux pour lui, ça peut être cool. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un rôle sérieux. J'espère qu'il sera bon dedans. Ça sort le 1er août sur Apple. Et ouais, j'ai envie d'y croire. Je pense que ça peut être vachement intéressant. Et j'espère qu'ils ont réussi cette œuvre qui me donne quand même envie. On verra lorsqu'elle sortira. Nous avons aussi La Fontaine de Jouvence, j'imagine en français, ou Fountain of Youth, le nouveau film de Guy Ritchie qui sortira du coup le 23 mai sur Apple. Alors pas de sortie cinéma malheureusement pour ce film-là. C'est un film d'aventure, voilà, un peu la Indiana Jones, un peu classique par rapport à ça. La bande-annonce a été diffusée. 23 mai, pourquoi pas. Voilà, c'est un film streaming, ça a l'air d'être un film streaming aussi. Ça peut être quand même cool avec voilà, Nathalie Portman, Zé Gonzalez, avec John Krasinski. Ça peut être bien. Voilà, j'ai pas d'énormes attentes, mais la bande-annonce m'a montré en tout cas que ça allait être un film sympathique, divertissant. Voilà, j'ai envie de le croire. Guy Ritchie peut faire encore de bonnes œuvres. Donc ouais, ça peut être cool. La soundtrack de la série Devil May Cry qui est sortie aujourd'hui a été diffusée et ça me fait rire parce que je comptais pas forcément regarder la série, mais regardez cette soundtrack. Il y a du Evanescence, Limp Bizkit, il y a plein de trucs, Papa Roach, des trucs vraiment de ma jeunesse, un peu, vous savez, les musiques emo, pop, enfin pas pop, rock, rap de l'époque. Il y a du Green Day aussi, j'adore. Il y a plein de trucs que j'adore de manière sérieuse comme Green Day et de manière un peu moins sérieuse comme Limp Bizkit. Ouais, ça m'a donné envie de regarder Devil May Cry avec cette soundtrack. Je pense que ça peut être cool. Why not? Il y a Butterfly aussi de Crazy Town. C'est n'importe quoi. Mais voilà, ça c'est mes genres de musique plaisir coupable pour le coup. Et je pense que je regarderai juste pour ça. Je veux dire que Devil May Cry Evanescence, why not? Je suis pas un grand fan de la licence, mais juste pour ça, je pense que je vais checker un petit peu. John Boyega s'est plaint du fait que chez Star Wars, il n'y a pas vraiment de personnage noir, mis à part le pote. Et en vrai, il a un peu raison. Parce que des personnages noirs dans Star Wars, au cinéma, il n'y en a pas vraiment eu, mis à part le copain du personnage blanc. Et en même temps, The Acolyte, quand il y a un personnage noir plus ou moins principal, la série est annulée. Donc il a un peu raison de se dire que malheureusement Star Wars n'est pas très inclusif par rapport aux personnes noires. Ils sont un peu plus avec des séries comme Andor et des choses comme ça, des personnes, voilà, je crois que Diego Luna est mexicain, mais c'est vrai que chez les personnes noires, Star Wars a eu quelques lacunes. Encore une fois, moi je pense pas que c'est une obligation ou autre de mettre des personnages noirs juste pour les mettre. Je pense que c'est une question de casting et des choses comme ça. Mais c'est vrai que on n'a pas vu ça en 50 ans. Et c'est quand même assez étrange. On peut se poser la question, est-ce que Disney ne veut plus risquer maintenant, surtout dans leur phase Trumpiste, hein, est-ce qu'ils veulent plus risquer les foudres de la foule anti-woke comme ils se sont toujours agenouillés devant elle, parce que c'est des gros fragiles de merde, Disney, par rapport à ça. Je sais pas, mais je pense qu'il a un petit peu raison. Et en même temps, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus un drame. Je vais pas arrêter de regarder du Star Wars parce que il y a juste un personnage noir, un personnage secondaire. Il y a des personnages intéressants. Hein. Lando est connu. John Boyega, oui, c'était un bon personnage avant qu'il gâche tout avec le 9. Mais c'est vrai que peut-être ce serait le moment de donner un vrai film, un personnage, un acteur noir. Mais encore une fois, je vais pas juger un film sur ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais c'est vrai qu'il fait une remarque intéressante sur peut-être un racisme systémique ou une crainte de la part de Disney lorsqu'il s'agit de Star Wars et des personnages principaux noirs. On a une annonce concernant Spider-Man, du coup Brand New Day, c'est peut-être pas la meilleure résolution que j'ai trouvé là comme image, mais en tout cas c'est le film du coup avec Tom Holland, le nouveau MCU qui va sortir du coup en juillet 2026 et je pense que le nouveau mot clé sera Day, comme on a eu avec Home pour la précédente trilogie. C'est un reboot entre guillemets, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ouais, pourquoi pas, à voir hein, quand le tournage commencera cet été, quand le film sortira. C'est pas un titre qui me déplaît. À voir comment ils vont gérer ça. Je veux dire, Brand New Day, s'il y a encore Zendaya et les autres personnages,
je m'en fous un petit peu, ça m'intéresse pas. Mais s'ils font un vrai reboot entre guillemets parce que tout le monde a oublié qui il était, là je suis chaud. Le dernier épisode de The White Lotus va durer 1h30. Alors, dernier épisode de la saison 3. Rappelez-vous, la saison 4 est confirmée. 1h30 de White Lotus. Je ferai la critique des 3 saisons ce mardi, normalement. J'ai hâte. J'ai beaucoup aimé cette 3e saison pour l'instant. Là, conclusion 1h30, je pense que ça va être vraiment réussi. Je fais confiance à Mike White, le showrunner. Je fais confiance à toute l'équipe derrière. Je pense que ça peut être bien. Et on en parlera évidemment en détail. On a enfin des nouvelles concernant le film Coyote versus Acme. Alors, un petit rappel pour les gens qui ne se rappellent pas, c'est Coyote versus Acme, un film à 80 millions de dollars qui devait sortir au cinéma par la Warner. Mais la Warner s'est dégonflée et ils voulaient juste le supprimer de leur catalogue et de leur planning de sortie cinéma pour avoir un crédit d'impôt qui va évidemment pas couvrir les 80 millions, mais qui va couvrir une partie. Parce qu'ils pensaient vraiment que ce film en salle allait moins rapporter que les 80 millions de budget, plus marketing, plus distribution, tout ça. Donc ils n'ont pas fait confiance au film et ils voulaient juste le mettre en mode crédit d'impôt comme ils ont fait avec plein de films genre Bad Girl. Et le truc c'est qu'il y a plein de gens qui étaient énervés parce que le film a eu de très bonnes critiques, il y a plein de gens qui adoraient le film, on n'a que cette image là depuis des années et ils voulaient aussi le vendre. Du coup ils ont discuté avec Netflix et plein d'autres distributeurs de films. Combien est-ce que ces plateformes allaient acheter le film? Et personne ne voulait dépenser les 80 millions pour ce film-là. Du coup, ils n'ont pas vendu le film et ils allaient le mettre dans le coffre-fort pour toujours. Sauf que là, au final, le film a été vendu pour 50 millions à Ketchup Entertainment, qu'il sortira au cinéma, normalement, en 2026. Donc voilà, Coyote vs Acme a trouvé une maison, le film sortira. Est-ce qu'il est bien? On n'en sait rien, nous, en tant que spectateurs. Mais il sortira, du coup, normalement, l'année prochaine au cinéma. Je pense que c'est à la fois une victoire, parce que je pense qu'il ne faut pas mettre dans des coffres-forts des films comme celui-ci. Je pense qu'il faut laisser l'art respirer. Ça arrive souvent pour des crédits d'impôt. On l'avait avec Bad Girl. Netflix, ils ont complètement mis dans un coffre-fort aussi Alien vs Predator, la série animée qui était finie. Il y a plein d'œuvres qui sont comme ça cachées pour toujours pour des crédits d'impôt. Là, le fait qu'ils aient vendu, certes, à perte pour la Warner, c'est mieux pour nous en tant que spectateurs et pour l'art de manière générale que ça sorte. Si on parle de choses horribles, vous savez, ici à gauche, c'est David Zaslav. C'est le PDG de Warner Bros. Discovery depuis quelques années maintenant. Et c'est un peu l'antagoniste ultime d'Hollywood en tant qu'homme contre l'art de manière générale. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il va se concentrer sur des nouvelles licences et des grosses licences avant tout chez la Warner. Les films d'auteur que géraient du coup Michael DeLuca et Pam Abdi que vous voyez ici ne se feront plus. Voilà, ils vont faire des grosses licences et essayer de lancer de nouvelles grosses licences. Ça sera la priorité de la Warner. Warner qui est en galère économique, rappelez-vous. C'est triste. Du coup, c'est triste parce que ces gens-là, du coup, ont été virés. En tout cas, ils sont dans le processus d'être virés et ils vont être remplacés par des gens qui vont faire, grosso modo, des blockbusters. Voilà, pour moi, la Warner, c'est aussi beaucoup de films d'auteur intéressants, forts, mais là, ouais, c'est vraiment la fin. C'est comme ça, c'est David Zaslav, il a toujours opéré comme ça. C'est un peu la fin de l'art, malheureusement, mais bon, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut rien faire, c'est comme ça. C'est triste, mais voilà. Mais c'est ce que je dis, par exemple, regardez Conjuring Last Rite, il y a le film qui sort l'année prochaine, si je dis pas de bêtises, le dernier avec les Warren. Et du coup, après, ils lancent la phase 2 de Conjuring, c'est ce qu'ils ont dit. Phase 2 des films Conjuring. Les Warren, c'est fini, et ils lancent une phase, et ils vont se concentrer sur ces licences-là. Alors, pas que celle-ci, il y aura plein d'autres licences, évidemment, la Warner et tout, mais c'est un exemple qu'ils ont donné, voilà, Conjuring, fin l'année prochaine, et du coup, nouvel univers Conjuring qui va se lancer par la suite. On souffle, vraiment, on souffle très fort. Cette nouvelle-là, par contre, je n'y croyais pas, parce qu'elle a été diffusée le 1er avril, et je déteste le 1er avril, parce que moi qui fais un travail de récolter les news et de reporting dessus, le 1er avril, c'est horrible, tu te fais piéger par plein de trucs et tout, et quand j'ai vu ça le 1er avril, je me suis dit, non, c'est un poisson d'avril, c'est sûr. Du coup, j'ai attendu le lendemain, j'ai regardé si les articles allaient rester en ligne, j'allais voir tous les sites internet en question, et ouais, ce n'est pas une blague. Il y a, alors techniquement, c'est pas une suite à Once Upon a Time in Hollywood, mais on va revoir cet univers-là. Alors, pour vous faire un petit rappel, rappelez-vous, Once Upon a Time in Hollywood est le 9e et avant-dernier film de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, il veut faire que 10 films dans sa vie, c'est ce qu'il a promis, il veut s'arrêter à 10 films qu'il réalise, je précise. Et on a quand même l'impression depuis quelques années que Once Upon a Time in Hollywood, c'était un peu son film ultime, c'était son chant du cygne, on va dire. Et la vérité est que il lui reste un film, parce que Kill Bill il compte comme un film. Du coup il lui reste un film, il est en mode ouais qu'est-ce que je peux faire? Et il n'arrive pas. Vous savez, il y a le film de Movie Critic qui a été annulé parce que Quentin Tarantino veut pas que ce soit son dernier film. Il y a le spin-off sur Cliff Booth qui a été annulé parce qu'il voulait pas que ce soit son dernier film. Et du coup il est là en mode je veux pas faire ces films-là comme mon dernier film. Il réfléchit à son dernier unique film. Il a envie d'arrêter sa carrière de réalisateur avec un énorme film, son magnum opus et des choses comme ça. J'ai toujours dit, moi je pense que ce qu'il fait là c'est de la merde, Quentin Tarantino, il fait ce qu'il veut, et je prépare une vidéo un jour, j'ai déjà écrit depuis longtemps mais il faut que je la sorte.
je pense que c'est stupide. Je pense que ce qu'il fait là, c'est stupide. Je pense qu'un réalisateur devrait faire des films toute sa vie s'il a envie. Le fait d'être borné comme ça, de se dire, ok, j'ai 3-4 films de prévus que j'ai écrits, hein, parce qu'il les a écrits. Il a écrit plein de films, rappelez-vous, il devait faire un film Star Trek, il devait faire un film d'horreur, mais il n'a pas envie parce qu'il se limite à 10. Ce qui est con. Parce que ce mec-là, il pourrait faire tous les films qu'il veut, tout le monde lui donnerait l'argent pour des films, mais il se limite à 10. Bref, c'est un autre débat pour une autre fois. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait du coup un scénario, il a écrit un scénario sur le spin-off de Clean Bouffe. Apparemment, si j'ai bien compris, il y a du coup le Movie Critic, The Movie Critic, le film qui devait sortir, qui s'est transformé en film sur Cliff Booth. Donc je ne sais pas s'il y avait deux films différents, genre un sur Cliff Booth et un Movie Critic, mais visiblement maintenant, il n'y en a qu'un seul, c'est The Movie Critic qui s'est réuni avec Cliff Booth. Ou peut-être il y en aura deux, on n'en sait rien, mais grosso modo, il y a un film, enfin deux films en théorie, de Movie Critic et le film spin-off sur Cliff Booth, où il y avait Cliff Booth dans les deux cas. Donc c'était quand même dans l'univers de Once Upon a Time in Hollywood. Et grosso modo, bah, ce scénario-là, Brad Pitt l'a tellement aimé qu'il allait voir Tarantino, il lui a dit, mec, il faut que tu fasses ce film. On a envie que tu fasses ce film, il faut que tu fasses ce film. Et Tarantino refuse. Il veut pas réaliser ce film-là comme son dernier et unique film de fin de carrière. Et Brad Pitt, il a dit, ok, bah laisse-moi, Tarantino, laisse-moi prendre ton scénario et je vais voir mon pote David Fincher. Et David Fincher, il a donc lu le scénario de Once Upon a Time in Hollywood spin-off. Et apparemment, il va le faire chez Netflix. Parce que rappelez-vous, Fincher, il est en contrat chez Netflix depuis des années. Il a re-signé jusqu'en 2027. Et apparemment, en été 26, va sortir un film, Once Upon a Time in Hollywood, avec du coup Brad Pitt, par David Fincher. Vous connaissez leur collaboration, hein, Seven, Fight Club, Benjamin Button aussi, c'est vrai, sur Netflix. Donc on se tape le spin-off d'un scénario de Tarantino par Fincher sur Netflix dans un an. Il n'y aura pas DiCaprio qui sera de retour, normalement, à confirmer. Peut-être il aura un petit rôle, un truc comme ça, mais ce sera un film, du coup, de Tarantino, sur Cliff Booth, écrit par Tarantino, mais réalisé par Fincher. Ouais, moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est un poisson d'avril, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va se faire, visiblement. Ça va se faire, ils vont commencer le tournage, normalement, cet été, à confirmer par Netflix, tant que Netflix n'ont pas vraiment confirmé à 100%. C'est pas sûr à 100%, mais voilà, on est à 90% sûr, et c'est une folie. Moi, j'étais scotché, je me dis, ah bon, ok, d'accord, bah c'est bien, à la limite, tu vois, Fincher chez Netflix, c'est un peu inquiétant, mais Fincher, écrit par Tarantino avec Brad Pitt, ouais, why not? Dommage qu'il n'y aura pas de sortie cinéma, alors qui sait, peut-être d'ici là, Netflix vont un peu changer leur stratégie, on va le voir avec Narnia et Greta Gerwig, mais c'est une bonne chose, en théorie. C'est surprenant, hein, mais c'est une bonne chose. Je m'attendais pas du tout à voir ça, et si Tarantino a des scénarios et des gens qui peuvent réaliser à sa place, bah c'est bien. Il n'y aura pas le style Tarantino avec le scénario, mais je veux dire, il a déjà vendu des scénarios à d'autres réals, Tarantino, c'est pas une nouvelle chose. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, quand on parlait de Val Kilmer. Donc ouais, moi je suis content, je suis étonné, mais j'y crois, et je pense que ça peut être bien, honnêtement. Moi j'aime bien Fincher chez Netflix, hein. Il n'est pas aussi bon qu'à l'époque, mais j'aime bien quand même. Et là, j'ai envie d'y croire, donc on va voir ce que ça va donner, mais ça va se faire, et je trouve ça assez fou. Il faut finir avec le fiasco qui était du coup la Switch 2 et la présentation. Le pire, c'est que la présentation de la Switch 2, cool, ça avait l'air bien, super présentation, ils ont géré la présentation. Tu regardes le direct, tu dis putain, les annonces de ouf et tout, c'est bien rythmé, il y a des surprises, des bandes annonces, tout ça, des trucs techniques et tout, trop cool, vraiment trop cool. Et puis après, les infos qui sont sorties au fur et à mesure après, c'est un peu la honte. Je pense que c'est un peu une arnaque, c'est un peu un fiasco, c'est un peu un scandale, disons les choses. Donc les choses que moi j'aime bien, que je trouve positives. La Switch 2, donc qui sort là en juin, aura un mode 4K 60 fps et un mode 1080p 120 fps docké et un peu moins en version portable. Et je trouve ça cool. Enfin, Nintendo se sont mis à 60 fps. Moi j'ai jamais joué à la Switch 1, j'ai essayé, hein, parce que je ne supporte pas de jouer à Zelda en 20 fps. C'est pas possible, je jouerai jamais à Zelda comme ça ou en 30, mais bon, c'est jamais en 30. Hein. Mais là, faire ça, je m'en fous du 4K. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Honnêtement. Hein. Mais 60 FPS, pour moi, c'est hyper important. Et ça m'a presque donné envie d'acheter une Switch 2 pour me faire les jeux de Switch 1 que j'ai jamais fait. Donc ça, très cool. Je pense que c'est une très bonne chose. Merci Nintendo. Je pense que les FPS, c'est devenu grand public et important. Et ils ont raison. La souris, why not? Tu vois, ils ont montré que tu peux jouer à la souris en mode cyberpunk. Why not? Ça peut être cool. Ça peut être une bonne idée. Pourquoi pas? La caméra, on est en quelle année? Non mais on est en quelle année là? La caméra 720p qui va coûter, on en parle après, pourquoi faire? Après, chacun son délire, hein, mais je trouve ça ridicule, gadget, stupide. Mais en fait, le but, c'est de créer leur propre Discord, c'est-à-dire qu'ils vont avoir aussi un écran partagé, et tu peux diffuser, du coup, ton jeu à d'autres personnes via le game chat. Mais quand tu regardes le stream
c'est en 3 FPS le truc, c'est hyper saccadé, c'est ridicule. Donc si tu diffuses, au moins diffuse en 30 FPS minimum. C'est saccadé, stupide dans leur stream de présentation. Donc de une, ridicule, et de deux, le game chat payant. Le game chat payant, c'est stupide. Franchement, ça je trouve que c'est vraiment prendre les gens pour des cons. La caméra, le game chat payant, il est gratuit jusqu'en mars 26. Mais après, je trouve ça complètement stupide et honteux, d'après moi. Donc ça, je trouve c'est con. C'est anti-consommateur. Par contre, l'application téléphone Switch pour jouer à des jeux en même temps avoir la map, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça cool. Ils l'ont déjà fait à l'époque avec la Wii U et autres. Il y a plein de jeux qui font ce truc-là. Ça, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que ça peut être cool. C'est pas essentiel, mais je pense que ça peut être un truc un peu gadget, sympa à côté. Par contre, moi, la déception, c'est que oui, c'est un peu plus grand, cool, mais c'est pas de l'OLED. Et oui, je comprends que l'OLED, c'est un peu le endgame des consoles portables. Mais je suis désolé, pour moi, l'OLED sur une console, surtout une console, moi j'ai vu la différence. Moi j'ai un Steam Deck, je vais vous montrer juste là. J'ai un Steam Deck qui est juste là. Ça, c'est un écran OLED. L'écran OLED, il fait la différence parce que quand je suis avec des gens qui ont une Switch ou autre et je vois leur écran LCD, le problème c'est que les reflets, la lumière et tout, c'est horrible. Une console OLED, honnêtement, hein, ils auraient dû mettre une console à 100 € de plus s'il faut et sortir au moins une version OLED. Donc un peu de déception de ne pas avoir de OLED. Oui, peut-être ils ne maîtrisent pas assez bien le matériel et tout, il faudra attendre pour avoir une version OLED peut-être en 26, 27, mais c'est dommage qu'en 2025 tu sors une console portable où les reflets sont importants, la profondeur et toute l'image est importante sans OLED, je trouve ça un peu décevant. C'est cool pour la taille, je pense que c'est même plus grand que mon Steam Deck, hein. Je crois que Steam Deck c'est 7.6, mais sinon quand même assez dessus de ça. Ensuite, on a le prix, on a 470 € en France, avec 510 € pour la version Mario Kart World. Je pense que c'est un prix acceptable. Vu la configuration, vu les jeux qui vont tourner dessus, vu le délire portable, docké, tout ça, je pense que c'est un prix. C'est cher, c'est plus cher que la console de l'époque, c'est normal, hein, c'était il y a longtemps la console de l'époque, mais je pense que c'est un prix acceptable pour beaucoup de personnes. Je ne sais pas à quel point le grand public va sauter dessus quand tu peux acheter une Play 5 au même prix, mais je pense que c'est pas un prix qui est déconnant pour le coup. Et l'offre Mario Kart World est intéressante parce que tu gagnes 40-50 €. Donc le prix, je trouve pas ça déconnant pour la console. C'est les autres prix que je trouve déconnants. Alors, je sais pas si vous voyez bien là, mais la caméra, trop cher. Déjà, ça, on l'a dit, mais trop cher. Et la grosse blague, c'est le reste. Donc, encore les cartes SD, parce que c'est pas la même carte SD que sur la première Switch, parce que là, c'est du Express et tout. Je peux comprendre, tu vois, c'est pas propriétaire, de toute façon, on s'en fout. Ils pourront exactement mettre les cartes SD que les gens veulent, peu importe. Mais la blague, c'est la fin du support physique. Alors, Mario Kart World, 80 balles en version numérique, digitale, et en même temps, 90 balles en version du coup physique. Et la version physique apparemment contient même pas le jeu. C'est juste un truc de licensing. Donc quand vous mettez votre cartouche, c'est juste la console qui reconnaît que vous avez le jeu installé et puis c'est tout. Donc je me pose la question. Est-ce qu'on peut acheter en version physique le jeu et jouer en mode hors ligne? Ou est-ce qu'il faut vraiment que la console et du coup Internet vérifie le licensing via la cartouche? Donc c'est peut-être un DRM obligatoire. Je ne sais pas si quelqu'un a une confirmation sur ça. Mais le prix à 90 balles en physique. Alors il y aura sûrement des magasins, ce sera moins cher, hein, bien sûr, évidemment. Mais ça annonce un peu la tendance et je pense que GTA 6 là, 100 balles minimum. Là, ils ont dû voir Nintendo, ils ont fait 90 balles. Mario Kart, waouh, non, GTA 6, 100 balles, facile. Je pense que c'est un peu le début de la fin des jeux vidéo à 70 balles. 80 balles aussi, ça va être un peu fini. C'est la suite, on va dire, du monde du numérique. Tout sera moins cher en numérique. Mais bon, encore, s'ils gardaient le jeu à 80 balles et ils mettaient la version numérique à 70, j'aurais dit un truc sympathique à la limite. Mais là, c'est l'inverse. Ils ont dit, ok, 80 numérique, 90. Bref, c'est un peu la fin du numérique. Je peux comprendre, hein, ça rapporte plus d'argent d'être en numérique pour plein de gens. Et moi aussi, de toute façon, je suis un joueur PC, donc j'ai aucun jeu en physique sauf mes jeux PS5 où j'en ai 10 en physique. Et ça me fait chier d'avoir en physique. Mais c'est mieux d'avoir en physique en soi parce que t'as le jeu et tout. Mais là, t'auras même pas le jeu sur la cartouche, apparemment. Ensuite, la manette, je veux dire 90 balles la manette. Apparemment, l'ancienne manette fonctionne, mais pas en filaire. 90 balles la manette, je trouve ça cher, pour le coup, vraiment, vraiment très très cher, peu importe, les autres consoles c'est pas aussi cher, 90 balles pour moi c'est assez abusé, ouais, pour une manette de console c'est trop, beaucoup trop d'après moi. Et ouais, après il y a aussi la version GameCube à quoi, 70 balles, c'est un peu ridicule, vraiment. Il y a aussi ce jeu-là. Alors ça, c'est vraiment une blague aussi. C'est Welcome Tour qui a été diffusé comme un jeu pour présenter ta console. Vous savez, il y a Valve ou PlayStation qui font ça. Sur Valve, quand tu as un Steam VR ou un Steam Deck, tu as un petit jeu. Tu avais Astrobot sur PlayStation, c'est gratuit. Là, ils vont le faire payer. Ma théorie, c'est qu'ils vont le faire payer et ensuite, enfin maintenant, ils vont dire, ah, au final, c'est gratuit. Voilà, jeu gratuit pour comprendre la console. Mais je trouve ça ridicule et assez honteux d'après moi. Ensuite, on a plein d'annonces qui ont été cool par rapport au fait que maintenant les jeux, vous allez pouvoir les faire en 60 FPS. Genre les anciens jeux, genre Zelda, si tu l'as sur Switch 1,
Faudra payer le patch, on sait pas c'est quoi encore le prix si je dis pas de bêtises, mais je trouve ça toujours un peu injuste. C'est-à-dire t'achètes une nouvelle console qui coûte cher, et en plus ils te font payer une mise à jour sur tes FPS. C'est toujours un peu honteux, je trouve que sur la PlayStation ou Nintendo, j'ai toujours trouvé ça nul. J'aime bien quand les devs font ça gratuitement parce que je trouve que c'est normal, c'est la chose à faire. Trouver ça un peu nul, mais au moins voilà, tu pourras jouer aux anciens jeux. Et moi, c'est ce qui m'attire. Je me dis, ok, j'achète une Switch 2 pour jouer aux jeux de Switch 1, mais dans de bonnes conditions. Ça, en vrai, ça m'attire plus qu'autre chose. Mais voilà, il y a des trucs comme ça où tu dis, bah c'est payant, c'est un peu chiant. Après, il y a des trucs cool, hein, genre plein de jeux qui arrivent sur Switch, comme Cyberpunk. C'est cool que ce genre de jeu arrive sur Switch, même si c'est un jeu qui aura 5 ans bientôt cette année. C'est cool qu'il arrive sur Switch. C'est cool que Borderlands 4, du coup, un nouveau jeu arrive sur Switch. C'est cool que Speed Fiction arrive sur Switch. C'est cool que Silksong arrive sur Switch. Ça fait longtemps que les gens attendent des nouvelles concernant Silksong. Enfin, il y a des news. C'est cool, c'est une bonne chose, honnêtement. Après, il y a des trucs qui m'énervent un petit peu, genre. Ok, maintenant tu peux jouer à des jeux GameCube sur ta Switch en mode émulateur. Mais ils ont fait aucun avantage en plus, au fait. Il n'y a aucune progression, aucune amélioration. Genre, je veux dire, si tu as un émulateur PC, genre l'émulateur PC va faire un upscaling, un meilleur framerate que l'émulateur officiel de Nintendo. Je trouve ça nul, honnêtement. Encore, tu fais un émulateur, bah upscale un peu tes jeux. Change quelque chose. Non, juste tu joues au même jeu. Non, ça c'est pourri, honnêtement. Autant acheter un Steam Deck, mettre l'émulateur Switch et GameCube dessus, et puis basta, l'expérience sera meilleure d'après moi. Il y a des choses qui sont bien, je pense que Mario Kart World en mode open world un petit peu ça a l'air cool, je pense que c'est une bonne idée, je pense que ça va bien vendre et ils ont raison. Donkey Kong, je pense que ça peut être cool aussi, why not, c'est pas ce qui moi personnellement va me faire acheter une Switch 2, mais je pense que c'est une bonne idée. Par contre, moi je suis arrivé au live Nintendo un peu tard, parce que je faisais la vidéo Minecraft. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive sur live Nintendo et je vois ça. Je vois ça, je me dis, what the fuck? Tu sais, la cinématique, enfin la bande-annonce, comment? Je me dis, c'est quoi? C'est Lies of P? C'est un FromSoft? Tu vois, il y avait la vibe Souls-like déjà. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et grosso modo, c'est Bloodborne 2. Et c'est là que je me suis dit, putain, en personne matrixée par From Software, je dois acheter une Switch pour jouer à Dust Blood, du coup le prochain jeu de From Software, par Miyazaki, du coup le game director principal de From Software. Je suis matrixé, je dois jouer à ça, je dois acheter une Switch du coup l'année prochaine. J'étais presque déçu, je me dis putain, ok, je vais le faire sur Switch, je suis obligé. Je suis obligé, j'ai acheté une PlayStation pour jouer à Bloodborne, je vais acheter une Switch pour jouer à Dust Blood. Donc, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, incroyable bande annonce, ça me donne grave envie. On dirait Bloodborne 2, il parle beaucoup, bah déjà le titre Dust Blood, il parle beaucoup de comme si on était avec la lune, le sang et tout, on dirait Bloodborne 2, et ça montre que Sony, c'est des branleurs, parce que tu vois que FromSoft, ils veulent faire du Bloodborne. Tu vois qu'ils ont envie, et Sony, ils sont en mode, ouais, non. Sony, donnez-leur Bloodborne, ou en remaster, ou en remake, et une suite Bloodborne. Là, vous vous êtes fait piquer From Software par Nintendo. Et ensuite, qu'est-ce que fout From Software dans une conf Nintendo? Je trouve ça bien, hein, je trouve ça positif. Mais c'était hyper surprenant, tu dis, mais quoi? C'est en bien. Du coup, j'étais grave excité à l'idée de jouer à Bloodborne 2, entre guillemets, sur Switch. Et ensuite, bah, comme d'hab, hein, la conférence se finit, tu lis un peu les nouvelles concernant le jeu. C'est un jeu multi. Alors, pas un jeu multi comme Elden Ring, Bloodborne et tout, c'est un jeu... Bloodborne, il n'y a pas de multi, je sais même plus. Je sais plus, bref, peu importe. C'est pas un jeu multi comme on l'imagine. C'est un PvP, PvE. Apparemment, c'est un jeu vraiment basé sur le multi. Et du coup, je me suis dit, ok, l'avantage, c'est que j'ai plus besoin d'acheter de Switch parce que moi, je m'en fous de l'expérience multi de la Switch et de From Software. Moi, ce qui m'intéresse chez From Software, c'est l'expérience solo. Donc, moi, je suis gagnant. Plus besoin de perdre, entre guillemets, de l'argent sur un jeu comme ça et une Switch. Déçu, entre guillemets, que Miyazaki bosse dessus. J'aurais eu des attentes par rapport à Miyazaki, son travail sur un autre projet. Et j'espère que là, il y a Dust Bloods qui sort et il y a Elden Ring Night Train qui sort. J'espère qu'ils sont en train de bosser sur un vrai jeu solo parce que là, ils ont deux jeux multi qui vont enchaîner. Honnêtement, ouais, enfin, je m'en fous un petit peu, honnêtement. Donc j'espère qu'ils vont sortir un autre jeu pour fin 26 ou même 27 qui est vraiment basé comme leurs autres jeux, Sekiro, Bloodborne, Elden Ring, Dark Souls. Parce que là, ça, je m'en fous un petit peu. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette console Nintendo, bah moi, elle m'a pas motivé à en acheter une. Peut-être dans quelques années, une version OLED pour me faire tous les jeux que je dois faire de la Switch 1. Mais pour les nouveaux jeux, à titre personnel, ça m'intéresse pas. Je me dis, pourquoi est-ce que je vais pas juste jouer sur ma Steam Deck et émuler les jeux de Switch 1? J'aime pas, entre guillemets, faire ça, mais je me dis, autant qu'à faire, j'ai déjà payé ça, ça me sert à quoi? Oui, la Switch 2 sera meilleure, mais pour mon utilisation à moi, c'est-à-dire juste les jeux de Switch 1, autant y jouer sur mon Steam Deck. Donc, je pense qu'elle sera un succès, la console, mais pas comme à l'époque. Je pense pas, parce que déjà, c'est cher. Il y a beaucoup de prix qui s'ajoutent ensuite. J'imagine bien les parents acheter des consoles, enfin des consoles, des jeux à 90 balles en magasin à leurs enfants. J'ai du mal à le voir arriver.
Il n'y a pas d'OLED, ce qui est un peu chiant. Les jeux m'ont pas chauffé plus que ça. J'imagine que les fans de Nintendo et de Switch, moi je suis pas un grand joueur de Nintendo de base. J'imagine que les gens qui sont fans de Nintendo, là ils vont kiffer. Mais moi ça m'a pas poussé à acheter une console. Je me dis, ok, pour les jeux qui m'intéressent moi, autant acheter une Play au même prix, tant qu'à faire. Voilà. Ou alors investir et me prendre un PC. Donc ouais, j'ai pas été super emballé par la conf. Alors l'annonce en théorie était bien, mais tout ce qui est sorti après, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Désolé, hein, c'est une longue vidéo, mais encore une fois, avec le nouveau format, le nouveau micro, la caméra, j'imagine que le fond vert est un peu mieux. Aujourd'hui, peut-être un peu sur les cheveux, c'est un peu bizarre, mais c'est parce que j'ai une coupe de merde en ce moment. Faut que je chez le coiffeur. J'espère que c'est mieux tout ça, l'équipement. J'espère que le micro vous dérange pas comme ça. J'ai acheté un nouveau micro, je l'ai reçu hier, ça. J'espère que les vidéos vous plaisent comme ça. Un peu plus long, mais je peux un peu blablater. Je suis un peu plus libre. Je me sens mieux personnellement. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. J'espère que vous aussi, ça vous dérange pas. Mettez en x2 si vous voulez, voilà, ce genre de choses. Merci à tous et mettez-moi votre avis sur tout ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des TikTok, des Reels ou même des lives sur Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.